Multi 21, c'est. Yeah, Multi 21. Bonjour à tous et bienvenue sur Multi 21, c'est le débrief du Grand Prix d'Espagne, je suis avec Louis Matelin, salut Louis. Salut Clément, salut à tous. Et Louis, alors on annonçait une course qui allait être une procession, une course très très ennuyante, et finalement c'était pas si mal que ça quand même ce Grand Prix d'Espagne. Bah effectivement, c'était pas si mal que ça, mis à part les 5 derniers tours où finalement la course était pliée. On a eu du suspense avec deux écuries, Red Bull et Mercedes, qui se sont livrés un beau duel stratégique, et puis surtout deux pilotes, à savoir Verstappen et Hamilton, qui se sont livrés un excellent duel en piste. Les deux vraiment ont été exceptionnels tout le long de la course, et c'était vraiment un beau duel. Effectivement, Lewis Hamilton qui avait engrangé sa centième pole en carrière, c'est extraordinaire, c'est le plus grand nombre de pole positions pour un pilote. En termes de pourcentage, c'est le cinquième dans l'histoire, donc même si on rapporte au nombre de grands prix, ça reste immense. Et pourtant, Max Verstappen avait pris le meilleur au départ. Max Verstappen qui avait réussi à bien repartir après la safety car causée par l'abandon de Yuki Tsunoda. On est quand même à 7 grands prix de suite avec une safety car. Faudrait qu'on cherche si c'est un record, mais c'est pas mal. Ça commence à faire pas mal de grands prix de suite avec une safety car. Et au jeu des arrêts au stand, Lewis Hamilton pousse Max Verstappen à rentrer plus tôt. Allonge son premier relais, ne rentre qu'une seule fois et rentre une première fois pardon, et lorsqu'il rentre la deuxième fois, eh bien c'est trop tard pour Max Verstappen, c'est fini. Verstappen n'a plus de pneus soft, n'a qu'un seul train de pneus soft à mettre. Est-ce que Red Bull pouvait faire autrement sur cette course? D'abord, je voudrais revenir sur le départ dont tu as parlé. Effectivement, j'ai cru un moment que Verstappen était allé vraiment chercher cette victoire dès le départ de la course, parce qu'il faut dire quand même qu'il est passé sur Hamilton un peu au chausse-pied. Mais c'était très bien joué, hein, sur ce départ. Et, euh, et je pense que il aurait pu vraiment aller chercher cette victoire là au premier virage. Malgré tout, effectivement, Mercedes a essayé de ruser un peu sur la stratégie une première fois en forçant un arrêt assez tôt. Et puis finalement, ça ne l'a pas fait. Ils espéraient, je pense, avec Hamilton, dépasser Verstappen et rester sur cette stratégie à un arrêt. Et malgré tout, ils ont essayé de ruser de nouveau avec un second arrêt qui là a vraiment pris Red Bull de court. Et je pense nous tous, parce qu'on ne s'attendait pas à voir Hamilton s'arrêter si tôt. Mais en tout cas, grand bien leur en a pris, puisque c'est grâce à ça que Hamilton est revenu comme un boulet de canon sur Verstappen et qu'il a pu le dépasser. Absolument. Et puis Max Verstappen a été bloqué pendant un moment puisque entre Lewis Hamilton et lui, il y avait Valtteri Bottas. Et donc si Max Verstappen ressortait, non seulement il ressortait derrière Lewis Hamilton, mais au moment où Lewis Hamilton allait doubler Valtteri Bottas, bien évidemment la tâche aurait été beaucoup plus ardue pour Max Verstappen et il aurait perdu des précieuses secondes. Et la seule fenêtre en fait où on a cru que Max Verstappen aurait pu s'arrêter, c'est au niveau du 50e tour parce qu'au 49e tour, Valtteri Bottas s'arrête pour chausser un train de pneus tendres et pour essayer d'aller chercher le meilleur tour. Et à ce moment-là, Max Verstappen, le tour suivant, avait la possibilité, sachant que Lewis Hamilton en plus arrivait sur un gros trafic parce qu'il arrivait sur Latifi, sur Giovinazzi, sur Russell, je crois qu'il y avait Vettel aussi dans l'eau, enfin c'était un Et sacré groupe Alonso, de oui, il y pilotes. avait Alonso, un petit train, ouais, effectivement. effectivement il y avait un petit train de pilotes et à ce moment-là, Max Verstappen aurait pu s'arrêter. Alors ça ne veut pas dire qu'il aurait gagné, mais étant donné qu'à la fin il tournait en 1.18.1, lorsque les autres tournaient en 1.19.5, 1.20, c'était peut-être la seule possibilité, mais c'était très risqué et il valait mieux tenter ce prolongement jusqu'au bout. On ne savait pas si Lewis Hamilton allait pouvoir revenir, on ne savait pas s'il allait avoir une safety car, une virtual safety car, donc c'était le plus safe et on comprend tout à fait la stratégie de Red Bull là-dessus. Par contre, en reparlant du départ, Valtteri Bottas qui se fait passer lui aussi au départ par Charles Leclerc, qui finalement s'est retrouvé troisième puisque Ferrari a fait une erreur stratégique en faisant rentrer Charles Leclerc très très tard. Et un Valtteri Bottas, on n'a pas compris, alors je vais te laisser en parler mon cher Louis, mais Valtteri Bottas qui, pour la première fois de la saison, a gêné Lewis Hamilton lorsqu'il le dépassait. C'est dommage, c'était la première fois de la saison qu'on lui demandait de ne pas le gêner aussi. Bah oui, Valtteri Bottas, ça fait quand même plusieurs fois qu'il se retrouve devant Lewis et que on lui demande de le laisser passer. Et même parfois où il aurait sa chance à jouer, Bottas, s'il résistait un peu, il a toujours laissé passer Lewis. Et on pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'il a pu signer ses contrats année après année, hein. C'est parce qu'il est assez docile et il fait bien ce qu'on lui demande au niveau de son équipe. Et finalement, pour un second pilote, c'est tout ce qu'il faut. Mais là, pour une fois, vraiment, Bottas, il avait aucune raison de résister et malgré tout, il a bloqué Lewis pendant quasiment un tour complet. Et si on regarde au niveau des chronos, Lewis, il a perdu au moins 1 seconde et demie, 2 secondes sur cette affaire. Alors évidemment, ça n'a pas eu d'influence sur le résultat final de la course, mais ça aurait pu. Et c'est d'autant plus bizarre de voir Valtteri Bottas faire ça, sachant que là, il y avait vraiment aucun enjeu pour Bottas. On savait très bien que Lewis allait le doubler. Effectivement, hein, et tu l'as dit, hein, c'est la partie du circuit dans laquelle
il se retrouve derrière Lewis Hamilton. Il a deux fois la possibilité de le laisser passer, soit entre le virage 3 et le virage 4, soit entre le virage 5 et le virage 6. Il y a deux petites lignes droites, il peut le laisser passer à chaque fois. Et il le laisse derrière lui, il lui fait perdre un temps précieux. Tu l'as dit, 1 seconde et demie. Enfin, ça aurait pu être vraiment préjudiciable pour la stratégie de Mercedes. Et on ne comprend pas trop ce qu'a fait Valtteri sur le coup. Derrière eux, du coup, on a parlé de Charles Leclerc. Charles Leclerc qui termine quatrième sur sa Ferrari. Alors, Sergio Pérez s'est introduit dans ce duel, puisque Sergio Pérez avait fait une mauvaise qualification, mais ce duel Ferrari-McLaren, ça semble être quand même le duel qui se dessine pour la troisième place. Et dans ce duel-là, finalement, Ferrari, qu'on voyait pas très bien en début de saison, semble avoir un petit avantage, et Charles Leclerc semble être capable d'aller pousser au bout cette Ferrari par rapport aux deux pilotes McLaren. Bah oui, Charles Leclerc, il a fait une excellente course, hein, quatrième, tu le disais, c'est quand même un très très bon résultat. D'autant plus lorsqu'on voit où était Ferrari l'année dernière. Effectivement, tu l'as dit, un beau duel qui s'annonce pour la troisième place entre Ferrari et McLaren. Ça nous rappelle un peu les grandes heures de la Formule 1. Mais je pense que McLaren n'a pas encore dit son dernier mot et sur des circuits peut-être un peu plus rapides où le châssis, l'aéro compteront un peu moins et un peu plus le moteur. Il y a de grandes chances que McLaren, avec ce moteur Mercedes, puisse reprendre des gros points sur Ferrari. Il faut aussi se souvenir que c'est quand même un duel qui a lieu au milieu de peloton. Et par conséquent, il y a aussi d'autres écuries qui vont venir jouer un peu les troubles faits, qui vont embêter McLaren et Ferrari. Je pense notamment à Alpine ou à AlphaTauri, par exemple. Et c'est des écuries qui vont pouvoir venir embêter un peu McLaren, pardon, et Ferrari. Et donc, il va aussi falloir compter sur ces écuries-là, et ce sera très compliqué, que ce soit du côté de Ferrari ou du côté de McLaren, de réussir à battre l'autre pour cette troisième place. Mais en tout cas, ça nous annonce au moins un beau duel, là encore, sur la longueur de la saison. En tout cas, on espère, parce que je sais pas toi, mais moi j'ai eu l'impression quand même que la Mercedes avait pris une grosse option sur le titre, non pas en terminant premier juste devant Verstappen, mais simplement on a l'impression là cette fois-ci que Mercedes a retrouvé sa place de leader en tant que vraiment grosse équipe et en tant que favori du championnat. Bah, effectivement, et être champion, c'est aussi avoir la chance du champion. Et moi, je trouve que sur ces 4 premières courses, Max Verstappen, il y avait 3 fois où la course était pour lui. À Bahreïn, à Imola et aujourd'hui à Barcelone. Et sur les 3 fois, il en a gagné qu'une seule. Et ça fait beaucoup dans une course au titre. Et si. Alors, que Mercedes gagne lorsqu'ils sont les plus forts, déjà, c'est ce qui leur permet d'être souvent champion du monde. Mais qu'ils gagnent aussi lorsque d'autres écuries sont meilleures qu'eux mais font des erreurs, c'est là où un titre se joue. Et très clairement, sur les 4 premières courses, si tu regardes la performance brute des pilotes, Max Verstappen est devant 3 fois sur 4, mais si tu regardes le résultat, il est derrière 3 fois sur 4, et c'est trop pour un début de saison. Et très clairement, là, plus ça va, plus on commence à se dire, alors sur un circuit comme Monaco, on verra dans 2 semaines parce que c'est un peu spécial, mais sur les circuits plus normaux dans la saison, on va commencer à se dire que c'est plutôt la duel pour la troisième place qui va nous intéresser plutôt que ce duel pour le championnat du monde où si Red Bull continue à faire des erreurs, ça durera pas très longtemps. Du coup, derrière ce quatuor d'équipes qui tiennent leur rang, on a eu une grosse bataille, quand même, il faut qu'on en parle aussi. Pour le point de la 10e place, notamment, c'était très excitant. On a eu Pierre Gasly qui était à Dan, Lance Stroll, Fernando Alonso, Sébastien Vettel. On a même cru pouvoir voir Antonio Giovinazzi et George Russell dans cette bataille. Finalement, dans tout ce marasme-là, on arrive à avoir peut-être 3 groupes qui se détachent. Donc d'un côté, Mercedes, Red Bull, de l'autre Ferrari et McLaren. Et puis après, un groupe de 7, 8, 9 voitures qui se battent pour les places suivantes. Et là, ça se joue en quelques dixièmes. On l'a vu en qualif, on l'a vu en course. Et c'est aussi un point très excitant du peloton. Bah oui, effectivement, c'était cette lutte pour la 10e place avec un Fernando Alonso qui faisait un peu le bouchon qui a fini par sauter, hein. Il a perdu énormément de place très rapidement. Il termine 17e, mais je crois que son équipe l'a arrêté en toute fin de course pour changer de pneu. Mais en tout cas, c'était une belle lutte. On en a rapidement parlé tout à l'heure parce que effectivement, les leaders ont failli se retrouver un peu pris au piège dans cette lutte-là, où c'est vrai que quand tout le monde se bat pour des positions et surtout des points, on regarde pas forcément les drapeaux bleus et ça peut tout de suite faire perdre pas mal de temps aux leaders. En tout cas, cette lutte était intéressante et je pense que, comme à l'habitude, finalement, comme toutes ces dernières années, le milieu de grille, c'est souvent là où on a les plus belles batailles, là où on a le plus de suspense, et là où on a finalement le plus de lutte et le plus de possibilités jusqu'à la fin de la saison pour voir une équipe s'imposer sur les autres.
Et tu l'as dit tout à l'heure, mais dans le duel Ferrari-McLaren, les autres écuries pourront s'immiscer si jamais il y a des erreurs de ces deux écuries-là. Donc ça rend le tout encore plus intéressant. Effectivement, on a un midfield qui se tient en très très peu de temps. Il y a une chose qu'on a évoquée en antenne et qu'il faut qu'on évoque. Depuis le début de la saison, on a eu 4 Grands Prix et on en discutait. Moi, je trouvais, tu vas me donner ton avis, mais qu'on a eu beaucoup trop d'erreurs en piste de la part des pilotes, qu'on a eu beaucoup trop de comportements dangereux de pilotes. On a vu encore Norris, Ricciardo aujourd'hui, on sait Mazepin au Grand Prix précédent, on a vu Tsunoda, on a vu parfois Alonso, Vettel, enfin on a vu beaucoup de pilotes avoir des défenses qui sont parfois très rugueuses, trop rugueuses, je pense à Sainz aussi. Pas mal d'erreurs aussi dans les pits de la part des écuries. Le pneu pour Verstappen qui est arrivé au dernier moment, on a vu un pneu crevé chez Alfa Romeo, on a vu pas mal de petites erreurs comme ça. C'est quand même très peu habituel pour la F1 de voir autant d'agressivité de pilotes en piste mal maîtrisée et autant d'erreurs dans les stands des écuries. Bah oui, effectivement. Alors, l'agressivité des pilotes, on peut peut-être chercher une explication du côté de ces règles aérodynamiques qui vivent leur dernière année cette année. Étant donné que c'est très compliqué de pouvoir suivre un pilote et donc de le dépasser, je pense qu'il y a beaucoup d'écuries qui misent grandement leur stratégie sur le fait d'avoir des positions en piste et de les conserver, quitte à être le moins rapide en fin de course. C'est notamment la stratégie qu'avait Red Bull aujourd'hui, qui n'a pas fonctionné pour Verstappen. Mais en tout cas, dans le midfield, on peut se dire que voilà, certains pilotes ont tenté de faire qu'un seul arrêt, quand d'autres en avaient deux. Et quand on fait un seul arrêt, on mise beaucoup sur le fait qu'on va conserver sa position. Et bah pour conserver sa position, pardon, il faut défendre. Et je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui, se disant que c'est très compliqué de dépasser, vont jouer sur des stratégies où on essaie de conserver sa position en piste. Et bah si on essaie de conserver sa position en piste, il faut défendre. Et sachant qu'une fois qu'on est dépassé, après la course est terminée, on sait qu'on ne marque pas de points. C'était le cas justement de Fernando Alonso. C'était le cas de Norris aussi, qui termine 8e, mais qui termine finalement assez loin des voitures avec lesquelles il se battait. Et donc, au final, ces pilotes-là, je pense qu'ils ont vraiment tout intérêt à défendre rugueusement pour conserver leur position le plus longtemps possible. D'autant plus que, effectivement, ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières années, il y avait cette philosophie du let them race qui était de dire, voilà, on évite de pénaliser les pilotes s'ils ont un comportement un peu limite en piste. Mais est-ce qu'on n'atteint pas un peu finalement la limite de cette philosophie? Je ne sais pas trop. Est-ce que finalement c'était juste une mauvaise passe ou en tout cas beaucoup de coïncidences? Je ne sais pas trop non plus. Il faudra voir sur les autres courses. Effectivement, ouais, c'était juste un point à relever, mais on verra sur les autres courses. Le flop d'or de cette course, alors on rappelle le palmarès pour l'instant, 2 fois Vettel sur les 2 premiers Grands Prix, Nikita Mazepin sur le Grand Prix du Portugal. Quel flop d'or mettons aujourd'hui? Alors Vettel a été de nouveau battu par Lance Stroll. Voilà, je le dis simplement, ce ne mérite pas un flop d'or pour autant. Mais effectivement, Mazepin aussi a été plutôt mauvais. Il termine très loin de Schumacher. Mais là encore, est-ce que ça mérite vraiment un flop d'or quand on a un Yuki Tsunoda que j'aime beaucoup, mais là qui a complètement craqué ce week-end, une mauvaise qualification où il en avait après la terre entière. Et c'est pas comme ça qu'il va progresser. Je pense qu'il faut qu'il se remette en question, pardon, plutôt que d'agresser un peu tout le monde autour de lui. Effectivement, ouais. Déjà, dès les conférences de presse du jeudi, il avait eu des déclarations un peu bizarres où il disait que ce qui l'intéressait dans le paddock, c'était la bouffe et pas grand-chose d'autre. Donc c'était bon, c'est pas forcément ce que t'attends d'un jeune pilote de course. Ensuite, en qualification, effectivement, il a eu ses propos où il se demandait si son AlphaTauri était exactement la même que celle de Pierre Gasly ou s'il n'y avait pas des légères différences. Quand tu commences au bout de 4 courses à te demander, à te poser ce genre de questions, c'est aussi un peu bizarre. Et puis, tu l'as dit, c'est sa façon un peu injurieuse de toujours parler à la radio. Il s'en est excusé après, mais c'était beaucoup. Alors en course, c'est pas de sa faute qui lui est arrivé, et là-dessus on lui en veut absolument pas, c'est un problème d'électronique. Mais c'est vrai que sur tout ce qui s'est passé avant durant le week-end, du jeudi au samedi, on va dire, sur cette partie-là, c'est là où il mérite son flop d'or, parce que il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est un jeune pilote japonais Red Bull. Donc il a à la fois la pression d'être un pilote japonais, ce qui est déjà très dur à gérer puisque les Japonais n'ont jamais eu de grands pilotes dans leur histoire et fondent beaucoup d'attentes sur Yuki Tsunoda, et un jeune pilote Red Bull, donc on sait à quel point cette filière broie les jeunes pilotes. Alexander Albon en est encore une preuve, Pierre Gasly en a été une preuve avant, plein d'autres avant eux, Daniel Kvyat. Donc on comprend cette double pression, mais il faut qu'il se repose un petit peu, parce que dans 15 jours on est à Monaco. On sait qu'à Monaco, pour bien piloter, il faut être le plus calme possible, sans aucune pression, sans aucune perturbation, etc. Et ça pourra pas bien marcher pour lui s'il continue à avoir cette attitude à Monaco et après. Donc pour tout ça,
un petit flop d'or pour ce week-end. Voilà, il le mérite. C'est pas méchant, c'est pas le plus méchant depuis le début de la saison, mais c'est lié plus à ce qu'il y a eu en dehors de la piste et les propos que ce qu'il y a eu sur le Grand Prix en lui-même. Oui, c'est un petit flop d'or pour le forcer à se remettre en question parce qu'on sait qu'il écoute ce podcast, hein, bien sûr. Effectivement, et on embrasse tous nos amis japonais, ils sont très nombreux à nous écouter bien évidemment. Dans 15 jours, nous serons à Monaco, Grand Prix des Lumières, Grand Prix incroyable, sieste ou non, on ne sait pas, puisqu'on avait prévu une sieste à Barcelone et finalement nous avions été mauvaise langue, c'était pas si mal que ça. Encore une fois, on attend un duel immense entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. On sait que Sergio Perez a toujours été à l'aise sur ce circuit de Monaco, donc est-ce qu'il peut enfin rentrer dans cette bataille à 4 et créer une vraie bataille à 4 face à Valtteri Bottas pour les coéquipiers? On ne sait pas. En tout cas, merci Louis d'avoir analysé ce Grand Prix d'Espagne 4e manche de la saison avec moi. Bah, merci à toi, merci à tous, et puis bah, on se répète, hein, mais n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur Twitter, etc. Ça nous fait très plaisir. Et puis surtout, on aime bien échanger avec vous, donc n'hésitez pas à venir discuter avec nous. Tout à fait. Et on se retrouve dans 15 jours pour le Grand Prix de Monaco. Salut! Salut à tous!